Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'inflation, première préoccupation mondiale. C'est le résultat d'une enquête de l'Institut de sondage Ipsos. Mais alors, où se place le réchauffement climatique? Loin derrière, à la 7e position. Faut-il y voir un désintérêt des populations pour les questions environnementales? Ou alors ces deux préoccupations seraient-elles finalement étroitement liées? Réponse dans une minute avec le directeur d'Ipsos France. Également dans cette émission, le reconditionné, c'est bien, mais savoir d'où ça vient, c'est mieux. L'achat de matériel reconditionné est entré dans les habitudes de plus d'un Français sur deux. Cependant, ils ne sont que 2% à faire le lien entre environnement et provenance du produit. Nous essaierons de comprendre pourquoi l'impact du sourcing est encore incompris. Enfin, si l'éclairage ne servait pas seulement à éclairer, la lumière qui se met au service de votre santé, c'est l'ambition de la start-up Libu. Depuis 2019, elle propose des solutions d'éclairage aux entreprises et tente d'agir sur le bien-être des salariés. C'est la bonne idée du jour et nous en parlerons en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, place donc à l'invité du jour. C'est parti. L'inflation, principale préoccupation mondiale, c'est le résultat de l'enquête What Worries the World de l'Institut de sondage Ipsos. 40% des interrogés déclarent qu'il s'agit de l'un des principaux problèmes auxquels leur pays est confronté aujourd'hui. Parmi eux, la France. Mauvaise nouvelle pour le changement climatique, qui lui est 7e dans la liste des préoccupations. Bien après l'inflation, donc la pauvreté et les inégalités sociales. Nous faisons le point aujourd'hui avec Alexandre Guérin, directeur d'Ipsos France. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, Alexandre Guérin. Vous réalisez cette enquête tous les mois. Depuis combien de temps maintenant l'inflation prend-elle le lead, si on peut dire ça, des préoccupations en France et dans le monde? Oui, alors ça fait un peu plus de 10 mois que l'on constate ça. Alors What Worries the World, c'est une enquête qui est assez unique. On l'a fait depuis 10 ans, dans 29 pays, dans les 29 grandes démocraties. Donc c'est vraiment un indicateur composite de ce qui se passe dans le monde et du sentiment des citoyens de par le monde. Donc 40% depuis 10 mois, c'est un indicateur qui est un petit peu stable. C'est de loin la préoccupation numéro 1 des citoyens, donc dans toutes les grandes démocraties mondiale. C'est un peu plus élevé en France, on est à 44%, ce qui est assez intéressant puisque la France, c'est sans doute un des pays qui a un des taux d'inflation les plus faibles. Important pour les gens qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, certes, mais relativement aux autres pays, 6% d'inflation, qui était à peu près la moyenne qu'on a constatée, ça reste relativement faible. Est-ce que c'est un phénomène nouveau lié donc au contexte, c'est ce que vous le disiez, ou alors est-ce que le pouvoir d'achat fait de toute façon généralement partie des principales préoccupations des Français? Alors il y a des indicateurs qui sont des indicateurs qui viennent, qui sont la conséquence en fait de l'inflation, comme le pouvoir d'achat, comme la pauvreté, comme les inégalités, qui sont on va dire des sujets que l'on voit depuis toujours dans les préoccupations des Français. Là, ce qui est nouveau, c'est l'inflation et la perception de l'inflation et l'inquiétude, voire même l'anxiété que cela va provoquer chez nos compatriotes et d'ailleurs les citoyens dans beaucoup de pays du monde. De mémoire de manager, on n'a pas connu, en tout cas tous les gens qui sont de ma génération, n'ont pas connu une telle période de crise inflationniste si vous travaillez dans le vieux monde, on va dire, Europe et États-Unis. Si vous êtes en Turquie, en Argentine, vous avez connu des périodes de forte inflation. Ce n'est pas le cas dans l'Europe telle qu'on l'a définie. Donc c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour les entreprises, c'est nouveau pour les salariés, c'est nouveau pour les citoyens. Et donc c'est tout à fait logique qu'on le retrouve aujourd'hui comme la principale préoccupation des Français et des populations mondiales. Quel lien peut-on faire, puisque c'est ce que j'ai déjà un peu fait en préambule de cette émission, entre l'importance donc accordée à l'inflation et celle laissée donc aux préoccupations environnementales? Quel lien on peut faire entre les deux? Écoutez, je pense que déjà c'est assez fluide. Autant l'indicateur sur l'inflation il est stable à 40%, autant on a vu que les indicateurs liés à l'éco-anxiété, on a eu un pic à la rentrée 2022, c'était juste après les vacances, les incendies de la dune du Pilat. Donc le premier enseignement, c'est que notre capacité à comprendre le changement climatique est aussi liée à ce qu'on en voit, de manière très concrète. Deuxièmement, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez nouveau, depuis on va dire 2-3 ans, c'est qu'on est passé d'un monde dans lequel on était habitué à enchaîner les crises, à un monde où on a toutes les crises en même temps.
Donc aujourd'hui, on parle de polycrise. Crise économique, crise politique, crise climatique. Crise climatique, exactement, guerre, avec un risque de guerre nucléaire, par exemple, etc., etc. Et alors l'inflation, c'est encore autre chose, puisque la crainte de récession, la confiance dans l'avenir, là, on a des indicateurs qui ne sont pas extraordinaires. On va dire, je pense qu'il y a 70% des Français qui pensent que la situation économique va se détériorer en 2023. 42% qui pensent qu'il y aura un krach financier, par exemple. L'inflation, c'est encore autre chose, puisque ça touche à mon pouvoir d'achat direct. Et là, on a 80% des Français qui nous disent que l'inflation va empirer en 2023. Presque on pourrait avoir une opposition entre une vision court-termiste et long-termiste, c'est ça? L'inflation, c'est ce qui nous touche aujourd'hui, là, maintenant. Voilà. Ça touche notre portefeuille, le réchauffement climatique... moins, parce qu'en fait, parce qu'on le voit moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Mais ce qu'il faut comprendre, l'économie, c'est fait aussi de confiance, confiance des individus, confiance des entreprises, confiance des investisseurs. Quand on est dans un monde de polycrise, qu'est-ce qui se passe au niveau individuel? Eh bien, ça crée de l'anxiété. Et plus on est anxieux, moins on est ouvert à ce qui se passe. Voilà. Quand on est fatigué, quand on est anxieux, quand on est stressé, voire même un petit peu traumatisé, notamment après 2 années de pandémie, on est beaucoup moins ouvert à entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est un phénomène cognitif qui est bien connu en psychologie. Donc c'est sans doute ça ce qui se passe. Mais l'anxiété, elle est là. Vous demandez aux Français aujourd'hui, 60% vous diront que l'année 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc ils le savent, ils le voient. En plus, il y a une petite différence, c'est bien de le préciser, entre la France et les chiffres, les résultats mondiaux, puisque la France, c'est le pays, en tout cas c'est ce qu'on apprend de votre étude, le plus préoccupé au monde par le changement climatique, avec plus d'un tiers, 34%, le choisissant comme problème. Vous, comment vous regardez cette statistique? Pourquoi la France? Voilà. Écoutez, pays principalement préoccupé par ces questions environnementales. Écoutez, je pense qu'on a en France... alors déjà, c'est un phénomène européen, on va dire, puisqu'on voit aussi l'Allemagne, l'Autriche qui ont d'excellents scores. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est liée au fait que les médias en parlent de plus en plus, premièrement. Il y a, je trouve, un débat qui est en train de s'installer, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. J'ai moi-même travaillé 8 ans aux États-Unis, donc je peux vous dire quand même que la qualité du débat n'est pas la même. Et là, les médias ont un rôle à jouer, les politiques ont un rôle à jouer. Tout ce qui est fait au nom de l'Union européenne est assez volontariste, je trouve, notamment avec la fin des véhicules thermiques en 2035. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que les Français ont compris comment on y arrivera? Ça, c'est un tout autre débat. Mais on commence... Ce sujet a pris d'assaut l'espace médiatique. Oui, voilà, exactement. Notamment chez les plus jeunes, et notamment par des parties prenantes qui utilisent très bien les réseaux sociaux pour communiquer là-dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, le lien entre inflation et réchauffement climatique, c'est à la fois, quelque part, c'est peut-être une opportunité incroyable. Puisque quand on regarde... L'inflation comme tournant de la transition environnementale? Comme marqueur de notre capacité à évoluer, on va dire. Puisque si on pense... Pour les sujets de réchauffement climatique, il y a 2 grandes théories qui sont proposées. On va s'en sortir par des avancements technologiques qui nous permettront de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Ça, les Français n'y croient pas du tout. Puisqu'on est à peu près à 15% qui y croient, ce qui est beaucoup moins que le reste du monde. Ou alors, c'est une société où on consomme différemment, on consomme moins et où on fait des choix. Et l'inflation, c'est consommer moins? Pour consommer moins, on consomme soit en limitant les quantités, soit en augmentant les prix, concrètement. Donc l'inflation est peut-être une manière... Alors, est-ce que c'est la manière la plus juste pour nos citoyens? C'est là où le débat va se porter, je pense. Puisqu'on est aussi en France, on le voit, dans un rapport au travail qui est en train de changer. Tout le débat sur les retraites est en fait un très bon marqueur de ça, puisqu'on a des Français qui sont à la fois satisfaits de leur travail, à 70%, qui travaillent pas forcément trop, selon eux, ils le disent eux-mêmes. 25% nous disent qu'on travaille trop en France, 75% nous disent que non. Par contre, il y a un sujet sur la valorisation du travail, notamment la valorisation pécuniaire, mais aussi la reconnaissance, la flexibilité. Donc on voit là c'est là où va être le point de tension. Comment est-ce qu'on va faire une transition qui sera juste? Et je trouve que ce qu'on voit dans le débat sur les retraites est aussi un marqueur de ça. Et là aussi, il y a un conflit de génération. Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez des générations. Votre étude ne fait pas la distinction entre les jeunes et les moins jeunes. Pourtant, on le sait, les jeunes sont plus sensibles à ces questions environnementales. Les jeunes sont plus sensibles. On le voit... D'ailleurs, quand on demande dans le rapport au travail, les jeunes sont en plus demandeurs de sens. Et dans le sens, il y a tout ce qui tourne autour de la RSE. Ils sont en moyenne 2 fois plus sensibles à ces questions-là que les autres générations.
Donc l'inflation peut influer aujourd'hui sur le réchauffement climatique. C'est un test. Dans un monde inflationniste, dans un monde de réchauffement climatique, on sait tous qu'on va devoir consommer différemment. Il y a un enjeu qui est très important aussi pour les marques, qui eux-mêmes doivent faire évoluer leur portefeuille d'offres. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait des produits qui sont plus soutenables, qui sont plus viables, au même prix. Ça, c'est une question qui est très importante pour les marques aujourd'hui. Eh ben, on ouvre le débat. Vous reviendrez sur notre plateau pour en discuter. Merci beaucoup, Alexandre Guérin, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir présenté votre étude. Inflation versus réchauffement climatique, c'est pas aussi simple. En tout cas, merci d'avoir décrypté ce phénomène avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur d'Ipsos France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette première partie d'émission. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, les Français achètent de plus en plus de matériel reconditionné. Cette tendance, le dernier sondage Opinea pour le groupe ATF le confirme. Plus surprenant peut-être, les consommateurs semblent ne pas établir de lien direct entre ces raisons environnementales qui les poussent à consommer du reconditionné et la provenance du matériel. Ils sont à peine 2% à indiquer que le sourcing des produits en France et dans l'Union européenne est important. Nous allons tenter d'analyser ce paradoxe avec nos deux invités. Alex Méret nous accompagne, directeur associé chez la société d'études Opinea. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Merci. Sylvain Coutier est également avec nous, président du groupe ATF, spécialisé donc dans le rachat, le reconditionnement et la revente des matériels informatiques. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Quelles raisons ont poussé le groupe ATF à commander cette étude? Quels comportements, quels usages des Français vous cherchez à décrypter ici? Disons qu'on est sur ce marché, nous, maintenant, depuis 27 ans. Oui. Donc, sur le marché du réemploi et donc de l'économie circulaire. Et il est important pour nous d'analyser les comportements des consommateurs pour essayer de faire en sorte de faire coller au mieux la demande et des produits qu'on va essayer de sourcer par rapport à la demande du marché. Et on constate plutôt une bonne nouvelle, même si ce que vous avez indiqué en préambule, effectivement, montre qu'il y a encore du chemin à faire, et notamment chez les personnes les plus âgées. Mais ça montre au moins qu'il y a un mouvement de fond qui est initié et qu'il y a aujourd'hui une vraie préoccupation et que le reconditionné, le réemploi a gagné ses lettres de noblesse et qu'il y a une vraie légitimité aujourd'hui à proposer ces produits-là. Comment vous qualifieriez cet engouement des Français aujourd'hui pour cette pratique d'achat ? C'est la conjonction de différents facteurs. On vit une période un peu compliquée depuis quelques années. Donc on a accéléré l'équipement des foyers. Les confinements successifs ont obligé les foyers, les familles pour la scolarisation à distance, les entreprises pour le télétravail, à faire en sorte que le niveau d'équipement soit cohérent. Et c'est tombé aussi à une période où il ne faut pas oublier que les ordinateurs ou les smartphones aujourd'hui sont fabriqués en Asie et qu'au moment du premier confinement, tout s'est arrêté et qu'il n'y avait plus de matériel et que le seul matériel qui était disponible et qui a pu permettre de faire en sorte que les gens soient équipés, c'était le matériel reconditionné. Et du coup, je pense que ça a donné aussi une légitimité au marché. C'est-à-dire que peut-être que les gens auraient acheté spontanément du neuf, mais comme il n'y avait pas de neuf, on a pris de l'occasion, pour faire simple, et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien, que c'était tout à fait satisfaisant comme qualité de matériel, comme support, en termes de garantie et ce genre de choses. Et puis derrière, il y a aussi les préoccupations environnementales, les différents rapports du GIEC et autres qui montrent que il faut quand même s'en soucier un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. Et donc là, je pense que la conjonction de ces deux facteurs-là montre qu'il y a un intérêt à aller vers les produits et vers l'économie circulaire au sens large. Le point que je souhaiterais voir encore un peu plus émergent et plus conséquent concerne effectivement la partie impact social derrière. C'est-à-dire qu'un matériel qui est reconditionné proche de chez nous, c'est de la création de valeur et des emplois dans notre pays. On va en parler évidemment. Je vais me tourner vers Alex Méret sur ses motivations aujourd'hui à privilégier le reconditionné. Que dit l'étude exactement? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les Français à consommer du reconditionné? Écoutez, déjà, je pense que depuis plusieurs années, voire une belle décennie, et que nous voyons systématiquement à travers nos études la montée en puissance de l'importance et de l'attractivité du reconditionné. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Et il y a une prise de conscience, certes, auprès des jeunes, mais ils ne sont pas arrivés, ils ne se sont pas fait tout seuls, les jeunes. Ils ont été bien éduqués par les plus âgés. Donc, en fait, ce n'est pas parce que c'est vrai que dans l'étude, il en ressort que les jeunes sont beaucoup plus sensibles, mais je pense qu'il faut relativiser un tout petit peu. C'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas génétique, c'est parce que depuis quelques décennies, il y a
Et il y a cette éducation auprès des jeunes, la sensibilisation à tout ce qui est développement durable. Et on sait que le reconditionné, le matériel reconditionné s'inscrit parfaitement dans le développement durable. Donc les Français dans votre étude citent en tout cas ces raisons environnementales. Elles en font partie, Oui. évidemment. Ça n'arrive pas tout de suite en première position. Ouais. Parce qu'un consommateur, avant tout, il a son porte-monnaie, son portefeuille, et c'est le prix. Voilà. Premier critère de choix, le premier prix. critère, c'est toujours le prix. D'accord. Maintenant, deuxième critère, ça viendra quelque part, je veux dire, la garantie, c'est-à-dire que la confiance qu'on accorde à l'opérateur. D'accord. Et troisième critère, c'est l'environnement. Donc, c'est vrai que vous avez dit, mais je vous dois quand même une petite précision concernant le sourcing. Bon, le sourcing, il est très faible, il arrive à 2%, d'accord. Mais ce n'est pas... De quelle manière vous les avez interrogés, ces Français, sur cette question du sourcing? Vous leur avez demandé si c'était important pour eux? Non, c'était la priorité. Quelles sont les priorités dans vos achats du matériel reconditionné? Donc, en effet, les sourcing arrivent loin, avec 2 petits pourcents, mais il faut tenir compte du fait qu'avant le sourcing, il y a les prix, il y a la garantie, il y a l'environnement. Donc, en fait, un consommateur qui va pointer tout de suite vers le sourcing et faire l'impasse sur l'environnement, le prix et la garantie, bon, franchement, on lui demande beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un énorme effort pour faire l'impasse sur les principaux critères qui sont liés au produit et à son porte-monnaie. Sylvain Coutier, vous voulez réagir? Oui, non, mais je partage en partie l'avis. Effectivement, le prix est encore plus avec ce qu'on vit depuis un an, où les gens font très attention à leurs dépenses et que c'est plus compliqué. Après, là où je trouve finalement on a un effet un peu ambigu, c'est que de ne pas se soucier du sourcing, alors qu'on veut avoir un geste pour l'environnement, finalement, ça peut servir à rien. Parce que si on fait venir un matériel qui vient de l'autre bout de la planète, même s'il est issu du reconditionnement, on a quand même une empreinte carbone qui est forte. Donc vous diriez que cet impact du sourcing aujourd'hui, il est mal compris par les Français? Pas suffisant. Pas suffisamment compris. Les chiffres le montrent, de toute façon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et je pense qu'il y a une acculturation. Je Méret disait qu'effectivement, si les jeunes aujourd'hui consomment, c'est qu'ils ont été éduqués. Et je pense qu'il y a encore tout un travail de fond et d'information à faire sur ces sujets-là, sur la provenance des produits, sur la manière dont ils sont reconditionnés, et c'est-à-dire sur le sens que les consommateurs vont mettre dans l'acte d'achat. Un produit qui est reconditionné en France va être source de richesse et de création de richesse en France. Clairement, ça va créer de l'emploi en France. Quand on achète un smartphone, un iPhone 14, il ne vient pas de France, il vient forcément de très loin, et donc il y a une empreinte carbone, et ça a zéro impact en termes de création de valeur. Voilà, donc c'est sur ces informations-là qu'il faut... Est-ce qu'on arrive à la calculer, cette empreinte carbone, justement? C'est-à-dire quand on achète du matériel français, européen, de combien réduit-on notre impact et notre empreinte carbone? Ça va dépendre des types de matériel, ça va dépendre des durées d'utilisation. Maintenant, si on prend le principe, je crois qu'il était précisé dans l'étude qu'une année d'utilisation en prenant un produit d'occasion, en règle générale, c'est l'économie de plus de 120 kilos de matière, comment dire, qu'on va prélever sur les ressources naturelles de la planète. Donc, à l'échelle d'une machine. Et c'est de la consommation d'eau, c'est de la consommation électrique. Donc, il y a des impacts qui sont... il faut savoir, par exemple, je n'ai pas les chiffres pour les smartphones, indépendamment des terres rares, mais pour fabriquer, par exemple, un ordinateur de bureau avec un écran et donc la machine de bureau, c'est 1500 litres d'eau et 240 kilos d'énergie fossile. Donc, effectivement, si on utilise un matériel reconditionné, forcément, on a un geste fort sur l'environnement et je suis tout à fait optimiste sur le sujet, puisque les jeunes sont beaucoup plus concernés par les sujets environnementaux et l'impact aujourd'hui du réchauffement climatique, ils savent qu'eux vont plus le subir que des personnes peut-être un peu plus âgées qui se disent, un peu après moi le déluge, quoi. Voilà. Alex Marais, il y a une incompréhension aujourd'hui peut-être d'un certain nombre de Français sur cette importance du sourcing, de la provenance d'un produit. Je pense que le lien ne se fait pas automatiquement. Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, mais voilà, je pense que d'ici quelques années, on verra certainement l'évolution. Ça va entrer dans la mer, ça. Quelle est la part aujourd'hui des produits français ou européens reconditionnés, revendus par le groupe ATF? Quasiment 100%. C'est-à-dire que nous, effectivement, on est sur l'intégralité de la chaîne de valeur. À l'inverse d'entreprises, pour certaines très connues, qui elles vont être des plateformes de vente, des marketplaces, c'est ce qu'on appelle. Nous, on va aller sourcer le matériel. On est en relation directement avec les grandes entreprises pour racheter leur matériel, pour gérer toutes les opérations de collecte. Il est difficile ce travail de sourcing?
Il est long. Il est long. Il est long, et encore plus en ce moment, parce que les entreprises n'ont pas trop de visibilité sur l'avenir, donc ont tendance à garder un peu plus longtemps le matériel, ce qui a pour conséquence de récupérer des matériels sur lesquels il faut passer un peu plus de temps pour les reconditionner correctement. Plus vieux, moins cher à l'achat, moins cher à la vente aussi. Et puis, donc, une fois que ces matériels on gère tous les aspects de logistique, de traçabilité, d'effacement de données, aussi dans le cadre du RGPD. Et ensuite, voilà, nos usines reconditionnent ces produits-là qui, pour la plupart, sont aussi recommercialisés aujourd'hui sur nos propres plateformes digitales et puis sur des marchés B2C, sur des marchés B2B, en indirect, via des revendeurs. Oui. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'occasion, c'est devenu quelque chose de crédible et de légitime avec des niveaux de garantie qui vont jusqu'à 3 ans, selon le choix du client. Mais effectivement, c'est plus compliqué. Nous, pour notre part, on associe systématiquement la notion d'économie circulaire à la notion d'économie sociale. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, moi je crée des emplois, mais je ne les crée pas tout seul si je n'ai pas de clients qui me font confiance. Et c'est ce que j'explique à mes clients, c'est ensemble, à me confier X milliers d'ordinateurs dans la gestion de fin de vie de ces produits-là, ça a un impact sur l'emploi. Donc finalement, c'est bénéfique à un moment ou à un autre pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir la problématique dans son ensemble. Si on fait juste un effort sur l'aspect environnemental pour se donner bonne conscience, je pense qu'il faut élargir le spectre, parce qu'encore une fois, la problématique est beaucoup plus globale. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. On fait confiance aux reconditionnés pour la qualité aussi de ces produits. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi de cette étude. On a complètement confiance en la qualité d'un produit reconditionné aujourd'hui ? Ah bah écoutez, complètement confiance, oui. Avant tout, il faut qu'on fasse confiance. Enfin, le produit, il arrive malgré tout, avant tout. Enfin, c'est le premier critère, les produits et les caractéristiques intrinsèques du produit. On ne va pas faire l'impasse sur le produit qu'on cherche à acheter sous prétexte qu'il soit sourcé en France. On ne va pas acheter un lave-linge à la place dans le lave-vaisselle sous prétexte que celui est en France et l'autre. Voilà. Et oui, la qualité, forcément, on regarde. Le consommateur, grâce au net, il est ultra renseigné. Et il a l'accès à tous les prestataires, à tous les fournisseurs. Donc voilà, il fait son choix, il fait son marché chez lui, sur son ordi. Des préférences reconditionnées. Sylvain Coutier, dernière question, il nous reste quelques secondes. Comment faire davantage alors de pédagogie justement auprès des Français ? Vous, comment peut-être vous engagez là-dessus à communiquer sur cette question du sourcing ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je pense que c'est aussi une information. Alors, par exemple, dans chaque ordinateur ou chaque smartphone que l'on va vendre, c'est peut-être mettre une petite note d'information pour informer la provenance, quel est l'impact derrière, quel est l'impact également sur la personne qui l'a préparé. C'est-à-dire, je reçois un smartphone, mais c'est Jean-Pierre qui était sans emploi il y a X mois et qui aujourd'hui, grâce à vous, grâce à la personne qui achète, a retrouvé un emploi. Donc c'est sensibiliser sur l'impact. Si on ne leur dit pas, ils ne le savent pas et on ne peut pas leur en vouloir. Donc c'est continuer à avoir ce travail d'information, d'évangélisation, je dirais. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Alex Méret, directeur associé chez la société d'études Opinea, Sylvain Coutier, président du groupe ATF. On s'excuse aussi pour les travaux, ça va, on a réussi quand même à discuter ensemble tous les trois. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Manon Lousteau, cofondatrice de Libu. La start-up propose des éclairages pour les espaces de travail, une manière d'agir sur la santé et le bien-être des salariés. Une solution qui réduit également la consommation énergétique de l'entreprise. Manon Lousteau, bonjour. Bonjour. Merci de nous présenter Libu aujourd'hui dans cette émission. Comment il est né ce projet ? Alors Libu, c'est un projet qui est né quand j'étais étudiante en école d'ingénieur à l'Institut d'Optique. Et avec mon associé Tinou, on a commencé à travailler sur le sujet de l'éclairage. Et on s'est posé des questions un petit peu pour identifier les problématiques des gens vis-à-vis de l'éclairage. Et on s'est rendu compte que dans le milieu professionnel, il y avait une vraie gêne. Ouais. Et de par notre parcours, nous, on savait que l'éclairage avait un vrai impact sur la santé et le bien-être. Donc on a décidé de concevoir une solution qui allait dans ce sens. Justement, expliquez-nous quel peut être l'impact aujourd'hui de la lumière dans l'entreprise sur les collaborateurs. Il faut savoir que notre corps, il possède une horloge biologique qui doit connaître l'heure à quelques minutes près. Et cette horloge, elle est principalement synchronisée par la lumière naturelle du soleil. Ouais. Et donc forcément, les lumières auxquelles on s'expose 80% du temps, c'est des lumières artificielles qui ne tiennent pas compte de ce rythme. Et donc, ça dérègle notre horloge biologique. Ça a un impact sur le stress, la fatigue, les erreurs, les arrêts maladie dans le cadre des dépressions saisonnières, par exemple. Et puis si on tire un peu cette problématique vers les gens qui pratiquent des horaires décalés, du travail de nuit, là c'est de la somnolence, des risques cardiovasculaires, des risques d'obésité, des risques de cancer.
Donc la lumière essentielle à notre bien-être. Tout à fait, un véritable enjeu de santé publique. Alors expliquez-nous à quoi ressemble votre solution, la solution d'éclairage Libu. Grâce à cette technologie, je crois que vous arrivez donc à vous rapprocher le plus près possible de la lumière du jour. Exactement. On a une solution d'éclairage qui va se rapprocher à 95% de la lumière du soleil et qui va donner les bons repères à notre corps au bon moment. Donc on n'a pas les mêmes besoins en lumière à 9h et à midi, l'hiver et l'été. Et c'est exactement sur ce principe que ça fonctionne. On a des formats produits qui vont à la fois s'installer en faux plafond dans les entreprises, donc des formats assez standards qui se posent et s'utilisent comme un luminaire classique, et des formats plus individualisés au poste de travail avec des petits lampadaires de bureau. Et donc qui évolue tout au long de la journée. Exactement, la lumière va évoluer au cours de la journée avec des couleurs plus orangées le matin, le soir, plus blanches pendant la journée et en donnant les bons repères à notre corps pour qu'il sécrète les bonnes hormones et que notre horloge biologique soit bien régulée. Est-ce que votre solution, Manon Lousteau, elle a fait ses preuves? Voilà, est-ce que vous avez mesuré son influence sur le stress ressenti par les collaborateurs? Tout à fait, on a mené une étude avec un chercheur en chronobiologie et la médecine du travail où on a mesuré l'impact de nos solutions d'éclairage sur des collaborateurs en entreprise, donc en conditions de vie réelles, et on a montré des améliorations sur tout ce qui avait un lien avec le sommeil. On dort mieux, on somnole moins pendant le poste de travail, et puis des paramètres connexes, une amélioration de l'humeur et moins 25% de stress ressenti. Avec combien d'entreprises vous travaillez aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille à peu près avec une trentaine d'entreprises, un peu partout en France, sur des projets qui sont à la fois dans de la rénovation énergétique notamment, et sur de la construction neuve. Oui, puisque je le disais en préambule, cette solution permet aussi à l'entreprise de faire des économies d'énergie. Pourquoi? Comment? Tout à fait, alors ça repose sur une technologie LED, donc dans une démarche de rénovation énergétique, le passage à la LED c'est un incontournable. En 2023, il y a d'ailleurs une réglementation qui va évoluer. Les tubes fluo, ces fameux néons qu'on trouve un petit peu partout, seront interdits à la commercialisation. Donc on va aller de plus en plus vers la LED, et la LED c'est en moyenne 60% d'économie d'énergie. Donc nous on s'inscrit totalement dans ces démarches. Après les bureaux, je crois que vous vous adressez aussi désormais aux télétravailleurs, aux espaces de coworking. Voilà, pourquoi ce nouvel axe de développement et en quoi votre solution s'adapte à ces nouveaux lieux aussi? Qu'est-ce que vous proposez ici? Nous, on a vraiment vocation à couvrir l'univers du travail, donc tous les lieux où on travaille, qui sont finalement très variés. Et effectivement, l'essor du télétravail a montré que maintenant, le domicile devient également un endroit où on peut travailler et où généralement les conditions de travail et l'ergonomie n'est pas vraiment prise en compte. Ouais. Donc, on a adapté notre produit initial, donc le pavé LED qu'on met dans les faux plafonds, qui est vraiment du milieu de l'entreprise, sur un format de lampadaire de bureau qu'on peut poser un petit peu partout, brancher simplement à une prise et donc utilisable à la fois dans le milieu tertiaire mais aussi à domicile. Et votre interlocuteur, c'est aussi les entreprises ici. C'est eux qui s'occupent de proposer ces solutions-là à leurs salariés. Tout à fait, en grande partie. Alors effectivement, on a aussi des freelances par exemple qui passent la journée seuls chez eux et qui ont envie de s'équiper de manière qualitative. Mais c'est principalement l'entreprise qui fournit de l'équipement à ses salariés en télétravail. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Manon Lousteau d'être venue nous présenter votre start-up Libu et votre solution d'éclairage donc dédiée au bien-être, à la santé mentale des collaborateurs. Merci beaucoup d'être venue nous présenter cette bonne idée du jour. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro. À très vite.